Et salut, bonsoir, bienvenue dans Match après match sur Bluezoom, également sur les différentes plateformes de podcast. Vous nous retrouvez tous les lundis matins, mais là, c'est dimanche soir et on est avec Daniel Romano. Salut Dani. Salut Vincent. Tim Guimand, salut Tim. Vincent. Et Thibert Pont, bonsoir Thibert. Salut Vincent. Allez, pas de chichi, on va commencer avec le football suisse. Il y a beaucoup d'actualités évidemment cette semaine. Le 16e titre d'IB conquis cette fin d'après-midi face à Lucerne, victoire 5-1 sans discussion pour les Jaunes et Noirs. Le 5e titre en 6 ans. Démonstration d'IB cette saison. Bien sûr. Seul bémol, je vais commencer par ça, je vais être négatif, allez tout de suite. Ça ne s'est pas accompagné d'un beau parcours européen et c'est tellement important. Donc moi, je relativise quand même ce titre. Parce que je pense que IB pouvait faire beaucoup mieux cette saison en Europe qu'être éliminé déjà. Il y a quasiment 12 mois, si j'exagère. Mais voilà, non, mais sur le plan national, il n'y a rien à dire. C'est une saison magnifique. Ils vont peut-être, probablement faire le doublé. En tout cas, ils ont une chance d'y arriver. C'est les gros dominateurs de la saison. Je rejoins un team. Moi, il manque, pour que ce soit une bonne saison, il manquait au moins une qualif en Coupe d'Europe. Parce qu'elle a été construite pour ça, cette équipe. Maintenant, je comprends que tu as envie de parler de Super League et de championnat national. Qui est surpris de ce titre aujourd'hui, quand tu vois l'effectif, quand tu vois le parcours déjà sur les 5-6 premières semaines? Tu étais déjà pratiquement convaincu que ça se terminerait comme ça. Donc, pas de surprise et un beau champion. Mais c'est marrant parce que même quand ils ont soi-disant survolé, t'as pas l'impression qu'ils ont été vraiment flamboyants. Ils auraient pu être bien meilleurs. J'ai ce sentiment aussi. Ouais. Je suis resté un petit peu sur ma faim. Au niveau du jeu, en termes d'identité de jeu. Mais après, bon, sur les résultats, l'écart est tellement abyssal entre leurs poursuivants. Tu regardes leurs 2 derniers matchs à la maison, Servette et Lucerne, c'est 6 buts et 5 buts. Puis c'est les 2e et 3e qui arrivent après. C'est vrai, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'on n'a pas eu une équipe qui a été flamboyante et qui nous a convaincus, parce que finalement, cette équipe, elle est meilleure sur le papier. En fait, c'est les noms des joueurs, c'est les individualités qui sont meilleures sur le papier. Mais je trouve qu'il n'y a pas l'alchimie qu'on a pu avoir d'autres saisons quand on a peut-être loué encore davantage IB. Je vais mettre bémol. Ah, pardon. Vas-y, Tim. Non, mais j'étais négatif pour commencer, je vais être plus positif. Je trouve quand même que c'est un gros mérite d'IB, de Raphaël Vicky, la gestion du groupe cette année. Parce qu'il n'y a pas eu l'Europe. Et ils ont quand même gardé un effectif immense. Alors, il y a eu quelques départs, mais finalement, avec tous ces égos, toutes ces individualités, ça s'est quand même bien goupillé. Quand on voyait le banc, des fois, il y avait un banc incroyable. Nsame, Eaton, Reader, enfin, on va pas tous les faire. Ouais, au Greenwich, Sierro à l'époque, Imery. Et ces gars-là, ils ont quand même réussi à former un groupe, un collectif jusqu'au bout. On n'a pas autant du temps que ça. Il y a peut-être eu, c'est vrai, vu de l'extérieur, on se dit que ça a bien tourné. Il y a quand même, je pense, des égos blessés dans cette équipe. Alors, de ce que je sais, je vais pas nommer de nom, mais c'est vrai que cette gestion-là de Vicky, elle est très, très difficile aussi. C'est ce qu'Alex Frey n'a pas réussi à faire dans son groupe à lui, malgré le fait qu'il jouait la Coupe d'Europe à Bâle. Oh, t'as nommé aucun nom, mais j'ai quand même entendu que tu as dit Jean-Pierre Nsame. C'est arrivé comme ça jusqu'à moi. Je pense qu'on peut dire que Nsame, évidemment, il n'est pas content de son temps de jeu cette année, mais il a eu l'intelligence où il a été bien géré. Ça n'a pas éclaté au grand jour, disons. Non, puis quand tu es joueur, tu veux jouer tous les matchs. Tu as un certain statut. Jean-Pierre, c'est une icône à IB. C'est clair, tu veux jouer tous les matchs, tu veux finir avec 30 buts. Là, ça n'a pas été le cas cette saison, mais il a quand même fait une saison extraordinaire avec le groupe. Ouais. Il a apporté beaucoup aussi en termes, je trouve, d'identité, vraiment. Il a un peu réglé ses comptes à l'interview, là. Complètement. Ce soir, il a dit des choses. À demi-mot, et puis des fois, à des mots pleins, quoi. C'est un peu ça. Non, mais moi, ce qui me marque quand même dans cette saison, c'est que on se dit qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux. Et au final, il y a un énorme écart avec le reste du championnat. Il aurait pu être abyssal. Enfin, ça aurait pu être astronomique ce qu'IB pouvait faire. Et il y a eu des périodes où il n'y avait pas les résultats. Il y avait des matchs nuls. Voilà, ça ne tournait pas comme ils voulaient. Et au final, ils sont quand même champions à la 31e journée. Donc, ils auraient pu l'être à la 30e. La preuve, ce match contre Getse, c'était une catastrophe en semaine. Prennent 4-1. Mais accident, ouais. Ouais, accident, mais quand même. Que ça allait se faire. Quand même, on se dit, IB, ils vont être impériales dans ce genre de situation. C'est le match pour le titre. Il y a beaucoup de monde qui s'est déplacé. La fête, elle est prête au Wangdorf. Les gens, ils sont allés voir ce match au stade. Et puis, ils se plantent complètement. Alors aujourd'hui, heureusement, pour IB et Raphaël Vicky, que ça a fonctionné. Mais on sent que c'est une équipe qui était aussi capable de douter par moment, que ce soit les choix de l'entraîneur, que ce soit les joueurs sur le terrain. Après, sur l'ensemble de la saison, il n'y a pas de discussion. On savait qu'IB allait être champion depuis plusieurs mois déjà. Ouais, bon, sur mardi, pour moi, ce n'est pas une question de doute. Pour moi, c'est une question de... Le match n'a peut-être pas été préparé de la meilleure des manières au niveau mental.
parce que j'ai l'impression que tout était déjà préparé à l'avance pour fêter ce titre. Et j'ai un peu l'impression qu'ils sont allés un peu en dilettante comme ça, style, voilà, les cigares sont prêts, le champagne est prêt. Et moi, c'est plus ça que je vois sur le match de mardi. Mais bon, tant mieux, ils fêtent ce soir devant leur public dans leur stade. Ils ont montré que quand ils étaient vraiment concernés au niveau mental, il l'a dit d'ailleurs Jean-Pierre à l'interview, quand ils sont concernés, quand ils sont à fond dans leur match, ils sont injouables, ils sont largement au-dessus de toutes les autres équipes en Super League. Maintenant, ça va être intéressant de voir l'année prochaine. Les mouvements, les départs, etc. Comment ils vont articuler ça. Et je voulais juste revenir aussi sur Raphaël Vicky, qui était quand même attendu au tournant, parce que son expérience à Bâle, ça ne s'est pas forcément passé de la manière dont il voulait. Mal passé, même. Même mal passé. C'est lui qui a été le premier qui a provoqué la fin du FC Bâle. Ouais. Exactement. Enfin, la fin de l'hégémonie bâloise. Absolument. Donc, attendu au tournant, il a répondu présent, donc chapeau aussi à lui, c'est vrai. Ouais, puis de réparer les pots cassés de David Wagner, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que la saison passée, IB finit 3e, c'était la cata. Il y a des joueurs qui sont partis aussi, on a oublié, mais Siebatcheux, il est parti cette année. C'est beaucoup de buts qui n'étaient plus là, alors Nsamé est revenu, mais voilà, il a fallu aussi gérer cette saison passée complètement ratée. Mais c'est pour ça qu'on ne peut pas trop lui en vouloir, finalement, c'était tôt de la saison, les qualifs européennes. Par contre, là, il sera attendu au tournant. C'est très, très important pour IB, pour le football suisse, pour tout le monde, qu'IB soit compétitif fin juillet, début août. J'ai pas les dates en tête pour la Champions League. C'est primordial. Tu as le droit d'être éliminé. Il y a des grosses équipes. Tu peux être éliminé, mais là, il faudra montrer quelque chose quand même. Il faudra montrer quelque chose. Puis en même temps, Thibert, tu l'as dit avant, il va y avoir des départs. Il y a des départs qui sont prévus, qui sont déjà pratiquement faits. Il manque une signature où c'est déjà signé. Donc là aussi, c'est vrai que Vicky, il a cette année qu'il n'a pas eu il y a quelques mois en termes d'expérience. Mais même si IB a toujours un coup d'avance, il faudra quand même voir comment ils vont construire cette équipe, parce que tu perds quand même d'ici quelques semaines des joueurs qui sont des piliers de ton équipe, qui sont des joueurs qui te font la différence. Et qui viendra, même si tu vas chercher des très bons joueurs, qui sera prêt au moment où, Tim l'évoquait, au moment où tu dois jouer ces qualifs. Mais je vois qu'on va vers l'avenir. Juste revenir quand même sur le match d'aujourd'hui. On a quelques réactions à vous faire écouter. Alors si vous êtes en podcast, je vous laisse deviner pêle-mêle qui vous entendez entre Nsamé, Garcia et Vicky entre autres. Et Sessiger aussi. Pour ceux qui les voient, on les écoute. Et on les regarde. Bon, Ulysse Garcia, c'est le... Champion. C'est un nouveau titre pour IB. Aujourd'hui, tout a été parfait. Oui, c'est vrai, un nouveau titre, on est super heureux, on est super content, avec un super résultat pour les fans, et on est vraiment heureux. On a refait un match très très fort comme contre Servette à la maison, avec le public dès que la première seconde, ils étaient présents, l'équipe elle était là, on a pris du plaisir à jouer, on voulait justement fermer ce championnat aujourd'hui, on l'a fait, et puis maintenant, c'est magnifique. En ce qui vous concerne, c'est le 3e titre que vous gagnez avec Young Boys, est-ce que celui-là, il a une saveur un peu plus particulière? Oui, clairement, parce que c'est la première fois que je peux célébrer avec le stade rempli comme ça, donc il n'y a rien de mieux, je pense. C'est la belle histoire. Je sais, il y a Ulysse Garcia qui m'a dit il y a 2 jours, il m'a dit c'est ton histoire, c'est ton histoire. C'est toi qui dois ouvrir le chemin, c'est toi qui dois nous ouvrir la porte, qui doit nous montrer la voie. Parce qu'il y a 5 ans, quasiment jour pour jour, c'était quasiment contre la même équipe aussi. Enfin, c'était contre la même équipe, et c'était quasiment le même match aussi. Et aujourd'hui, je suis content de poursuivre cette histoire-là, parce que ça montre que mentalement, que je suis là, que je suis capable de répondre, et que voilà, je me prépare toujours pour ce genre de match, pour tous les matchs. Et je suis content de voir que cette histoire continue. Aujourd'hui, je suis fier de ce que j'ai fait avec mon staff, avec l'équipe, avec les joueurs ici. Je pense qu'on peut être fier. Et puis voilà, il faut regarder en avant, il ne faut pas regarder en arrière. Mais je pense qu'on a le droit d'être fier de ce qu'on fait. Et il faut essayer de savourer ces moments. Merci Raphaël Vicky, on va vous laisser retourner parce que je crois qu'on a besoin de vous là pour fêter avec les supporters. Merci. Il fallait rester derrière, parce que Jean-Pierre Nsamé est venu le chercher pour aller célébrer ce titre. Preuve qu'aussi, il y a peut-être des choses qui se rabibochent entre le coach et Jean-Pierre Nsamé. Dany, tu voulais réagir à certaines interviews. Parce qu'on a parlé d'Nsamé et puis on a parlé de certains joueurs qui risquent de partir. Et des joueurs dont on n'a pas parlé, Sessiger, Garcia, c'est des joueurs majeurs cette saison qui ont été Rieder, bien sûr, qu'on a adoré voir. Et voilà, Ulysse Garcia, c'est l'un des meilleurs latéraux du championnat. Pitié, pas selon Mourad Yakin. Mourad, si tu nous regardes, je ne crois pas parce qu'il est aux États-Unis. Oui, c'est ça, il est à Chicago. Franchement, il faut qu'il le prenne désormais, Ulysse Garcia. Et puis,
Voilà, pour ce qui est du reste, Tessiger, moi j'ai beaucoup aimé son interview au Let's Grund mardi, parce que malgré le fait qu'il essayait de dire oui, on a raté ce match, ce sera peut-être pour le week-end prochain, tu voyais sur son visage à quel point c'est un compétiteur, à quel point il déteste perdre, et moi j'adore ça chez lui. C'est vraiment un joueur que j'aime autant sur le plan footballistique que sur le plan humain. C'est un type super chouette et j'aime ce genre de caractère-là. Un des tout meilleurs Bernois cette saison, et je te rejoins là-dessus complètement. Et quelle progression. Moi j'ai un souvenir, ça me revient une anecdote comme ça, à la Maladière où il débutait. Et moi, je suis au tribune de presse avec mon ordinateur comme ça, et il est central gauche ou latéral gauche, il fait une relance, et il me ferme mon ordinateur. Clairement. C'est bon, ça. Et je dis, mais c'est qui ce gars? Tu regardes le numéro Cédric Tessiger, je dis, OK, ben lui, il va falloir qu'il progresse. Ne serait-ce que pour une fois que ça marque, c'est là que à la relance. Non, et là que tu le vois, il est extraordinaire, quoi. Il a aussi un avenir en équipe de Suisse, peut-être, sans doute. Il y a des chances, probablement. Ouais, puis un Fabian Rieder. Enfin, pour moi, c'est les joueurs que je vais retenir cette saison qui... Ouais, à chaque match, il gagne 500 000 en valeur. Tu as l'impression que chaque passe, chaque but, il va faire... Enfin, déjà, ça va être une super affaire pour IB, ça va être une super affaire pour lui aussi d'être resté, hein, parce qu'il aurait pu partir cet hiver. Et je pense que c'était la bonne chose d'arriver au bout. Et c'est de toute façon dans les tuyaux, dans les plans d'IB, que voilà, un Fabian Rieder cette saison, enfin, pendant le prochain mercato, il va partir, il faudra le remplacer. Et t'en parlais, Dany, ça m'intéresse de savoir comment IB va se réinventer derrière ça, parce que s'il y a eu des transferts qui ont été très réussis pour moi cette année, un Eaton par exemple, exceptionnel, je trouve qu'à Imeri ou Greenwich, Roudani, ils ne se sont pas assez mis en avant. Alors, ils n'ont pas toujours eu le temps de jeu qu'il fallait, il y a eu des préparations tronquées, il y a eu quelques blessures, mais ça, c'est des joueurs qui, pour moi, doivent passer une étape dans cette fin de saison. Mais c'est la suite, ouais, c'est la suite logique. IB, on le sait, a toujours un coup d'avance. Ces joueurs-là, je ne suis pas sûr qu'ils aient été forcément pris pour être déjà des joueurs majeurs cette saison. Ils ont appris à l'entraînement tous les jours, dans les matchs, quand ils ont eu du temps de jeu. Et puis forcément, tu as des attentes quand tu arrives d'Aro, quand tu arrives de Servette, quand tu arrives à IB depuis différentes destinations, c'est difficile d'être tout de suite dans la machine, pour moi. Est-ce qu'elle peut se casser, cette machine ? Il va falloir que les autres équipes les poursuivent en progresse un petit peu, hein, parce que là, c'est vrai que la marche, elle semble tellement haute actuellement, mais en même temps, on se dit, dans le foot, tout va très vite. Qui aurait pensé que Zurich ferait ce parcours l'année passée, donc bon, et face celui de cette saison aussi, voilà, dans l'enchaînement. Voilà. Après, moi, vu qu'on parle... Tu te souviens des pronostics ? Tout le monde s'est fiché de moi. Hein. Ah ouais. Moi, j'ai l'impression qu'après, Rieder, il a quand même ce profil tellement particulier. Il a été formé au club. C'est l'apprenti qui déchirait les tickets à l'entrée. C'est vraiment le gamin du club. C'est une très belle histoire, mais je veux dire, il faudrait un gars comme lui pour lui succéder, et je suis pas sûr que IB l'aura sous la patte très vite. Donc j'imagine plutôt un transfert, un gros transfert, quelqu'un qui viendrait de l'étranger. Ouais, il ne faut pas beaucoup de gros transferts. Je ne suis pas sûr non plus. Ouais. Parce que moi, je pense qu'il vaut plutôt mettre Imeri ou Greenwich vraiment plus en avant, leur donner plus de temps de jeu. Je pense qu'Imeri, ils l'ont pris dans l'optique vraiment de remplacer Rieder. Et Imeri, il a un potentiel extraordinaire, il sait marquer, il sait aussi défendre, il a beaucoup progressé à ce niveau-là. Pour moi, le transfert d'Imeri, il est dans l'optique de remplacer Rieder à terme. Ouais, c'est des clubs qui travaillent bien, il faut comme ça, je suis d'accord. Moi, je te rejoins. Toulouse fait ça, avec Vincent Sierro notamment, pour faire un petit parallèle. Ils ne l'ont pas pris pour être titulaire tout de suite. Il a 6 mois pour s'adapter au rythme de la Ligue 1, l'intensité. Les Hollandais du milieu vont partir, et Sierro, c'est à lui maintenant de prouver qu'il peut être titulaire à Toulouse cet été. Et je pense que c'est comme ça que travaille IB, et c'est ce qui a fait la faiblesse de Zurich cette année. C'est que Zurich, ils ont eu des départs, et ils les ont compensés en prenant des joueurs comme ça, en guillemets à l'arrache, qui sont des bons joueurs sur le papier, mais que tu ne peux pas intégrer comme ça. Et moi, je suis plutôt de ton avis. Moi, le parallèle que je peux faire, c'est le FC Bâle de la grande époque qui a enchaîné les titres, et on se disait, cette équipe-là, avec leur puissance financière, l'attraction qu'ils ont, la scène européenne, faire venir des Sud-Américains, ça fonctionne, ils font venir des Suisses, ça fonctionne. Ils ont sorti des grands joueurs qui sont en équipe nationale maintenant, mais cette équipe-là, ce club-là, il s'est quand même cassé la gueule parce qu'ils ont voulu changer, moderniser, faire différemment. Ils voulaient un jeu attractif avec des jeunes du club et continuer à gagner des titres. Et au final, ils n'ont plus cette domination-là. Donc je pense que IB, tant qu'ils ont en place et en poste les gens qui actuellement font leur succès, parce que c'est pas l'entraîneur, c'est pas les joueurs, c'est la direction sportive, c'est la direction du club, il n'y a pas de raison que ça se casse. Bon, on l'a senti aussi cette saison, on s'est dit, bon, Zurich a fait son titre, IB, ils vont revenir, et puis ils vont tout casser, ce qu'ils ont fait. Mais je pense que c'est là que c'est très important pour IB, c'est de ne pas perdre de vue que ce qu'ils font, c'est juste.
pour le moment, ça fonctionne. Et de mettre des gens qui connaissent le foot aussi. Oui, et ça, c'est un transfert dont on n'a pas parlé, ou un nom dont on n'a pas parlé, mais Stephen Bergen, en début de saison, qui rejoint ce pool-là, cette équipe-là, c'est aussi une valeur ajoutée hallucinante. C'est encore justement un footeux de plus, ce que tu n'as peut-être pas forcément ailleurs. Qui connaît le championnat voilà, très bien. Exactement. Tu es international suisse. Il y a beaucoup de cohérence dans ce club. C'est vraiment un exemple au niveau de la cohérence. Et on parlait de Rieder, mais Rieder, c'est aussi un exemple de... c'est être très malin de ne pas tout de suite le vendre et puis pas tout de suite vouloir faire du bénéfice. Lui laisser le temps. C'est aussi le joueur, évidemment, et ses agents qui doivent aussi prendre cette décision. Mais... c'est vrai qu'on sent le club hyper bien chapeauté. Alors oui, il peut y avoir des accidents de parcours comme la saison passée, mais c'est vrai que là, sur ces bases-là, avec cette direction-là, on voit mal comment ça pourrait complètement basculer. Et tu vois que c'est costaud en coulisses aussi. Alors nous, on le voit de notre petite lunette de journaliste, mais rien que ça, la communication, c'est rodé. Les joueurs, ils ne sont pas empêchés de parler. Tu demandes aux joueurs d'interview. En général, tu l'as, ils n'ont rien à cacher. Les dirigeants ne parlent pas, en tout cas pas à tort et à travers. Comme dans d'autres clubs de Super League, Stephen Bergen, c'est un homme habitué aux médias, mais c'est un homme qu'on n'a pas beaucoup entendu cette année. Il a peut-être quand il n'a pas besoin de parler, il ne parle pas. L'année passée, il y a eu des prises de parole parce qu'il y avait des soucis. Ils ont dit clairement les choses. Et IB, tu le vois aux petits trucs, aux choses du quotidien. Et moi, je vais faire un parallèle au plus étonnant avec Neuchâtel Xamax. On me demande souvent pourquoi Xamax, ça ne fonctionne pas. Mais parce que Xamax, en coulisses, c'est un club qui n'est pas structuré de manière professionnelle. Parce que le propriétaire, Jean-François Collet, il ne met pas l'accent là-dessus. Et pour moi, ça a une incidence directe sur le terrain. Et ça, c'est une thèse que je défends. C'est que ce que tu fais en coulisses, ça a une incidence sur le terrain. C'est un tout. Complètement. Ça se reflète, évidemment. Et ça se ressent. Après, c'est plus simple quand même des titres. Enfin, j'entends, une fois qu'on y est, c'est pas simple d'y rester, j'entends, mais dans la construction, il y a quelque chose de logique de professionnaliser différents secteurs aussi, quoi. Et de mettre en place des gens compétents à tous les secteurs. Moi, je suis un intégriste de ça. Je prétends que s'il manque de la mayonnaise à la buvette, c'est ce qui va faire la différence entre poteau rentrant et poteau sortant. Et puis, nourrissez les journalistes, c'est important. Non, c'est pas ce que je dis. Bon, de la Suisse et du titre d'IB, on enchaîne, on passe à l'Italie si ça vous va, avec Naples qui avait l'occasion de, comme IB, remporter le titre à la maison en gagnant son match cet après-midi, puis ça l'a pas fait. Ouais, moi je suis monstre déçu parce que je me réjouissais de mettre un taquet à Tim qui était là. J'étais assis juste là et j'étais là. Ouais. Il a déjà fait son mea culpa par le passé. Je t'ai entendu la semaine dernière. Non. Dommage, vraiment dommage, parce que tout était réuni pour que la fête soit belle aujourd'hui. Il fallait que l'Inter batte la Lazio, ça a été fait. Et puis ça a été fait, déjà, c'était dramatique comme match. Déjà, et tu as un stade, mais hallucinant. Autour du stade, on a vu les images, des fumigènes partout. C'est la ville qui suivait le match. C'est la ville qui suit le match, c'est pas le stade, c'est les gens autour. Quoi. Je connais des gens qui ont payé 8 000 francs pour dormir à Naples la nuit dernière. Je les connais personnellement. Et je connais aussi des gens qui ont encaissé entre 5 et 6 000 francs, qui habitent à Naples et qui ont mis juste des chambres et un canapé à disposition, tellement les gens voulaient être là. Et en fait... c'est ce que je dis, être dans la ville, c'est être dans le stade exactement. cet après-midi. Et c'est dommage, juste pour la fête, parce qu'on sait que le Napoli va gagner le Scudetto à la fin. T'es d'accord, Tim? Avec quelques points d'avance. Et voilà, c'est un peu une fête gâchée, mais on le sentait aussi sur le terrain, comme tu voyais les joueurs, comme ils essayaient de tout donner pour aller marquer ce but. C'est comme une finale là, dans les dernières secondes. Nous, on suivait IB un peu en même temps, et on voyait ça. T'avais plein de choses qui te faisaient dire que ça pouvait se passer. Le 1-0, c'est le titre pour les gens. Ouais. Vraiment, c'est de la folie. Ouais. Ils sont partis, ils ont fait un demi-tour de la piste d'athlée, les remplaçants sont venus, le staff est venu, tout le monde était là, le ballon, il est parti dans un petit sachet spécial pour le musée. Ils étaient chauds, quoi, vraiment, et c'est une déception énorme. Et Salernitana, quoi. C'est un derby. Hein. Moi, je te dis, moi j'avais de la. Alors, tout le monde trouvait que c'était beau de dire Naples va être champion lors du derby à la maison. Ouais. Encore une fois, tout est réuni pour. Mais la Salernitana, faut pas oublier. Bon, ils sont plus ou moins sauvés, mais ils jouent encore le maintien. Et puis eux, évidemment, c'est comme si Yverdon et Lausanne, ou Stade Lausanne et Lausanne Sport. Derby, tu veux le gagner. Déjà, tu veux le gagner. Et puis, tu veux pas que l'équipe d'en face fasse le titre. Donc, c'était pas si gagné d'avance pour moi. C'était pas une équipe du ventre mou qui avait plus rien à jouer. Pourtant, c'est pas les teams et la squadra. C'est vraiment les. Après, à la fin, je crois qu'il y avait 7 joueurs offensifs, derrière 3 défenseurs, plus ou moins. Et
c'était fort. Après ça, en termes, t'es d'accord, nous on a regardé un peu en termes d'émotion, c'était alors qu'on n'est pas forcément supporter de Naples. J'étais pour eux, là, je voulais qu'ils mettent ce goal dans les arrêts de jeu. Ça respire tellement le foot. Et quand Spalletti met Cholito Simeone, tu te dis, voilà, quoi, c'est l'Argentin qui rentre à la 89e minute, et puis toute l'histoire, ça doit être ça, quoi. Tu te dis, il doit marquer, quoi, aider à marquer. Ça enlève rien au fait que Naples va faire le titre, que c'est 33 ans après, que c'est la même année que Maradona avait remporté la Coupe du Monde. Enfin, toute l'histoire, elle est belle, ça fonctionne magnifiquement. Ça va être con de gagner ce match sur le terrain d'Udinese le week-end prochain. C'est encore pire de faire exprès de le perdre pour fêter le titre à domicile de 2 semaines. Jeudi, on dit dans l'oreille. Jeudi, pardon. C'est encore pire, je trouve. Ouais. Donc là, il n'y a plus moyen de se sortir, là, c'est dommage. Ils ne peuvent pas faire exprès de perdre. Moi, j'ai demandé à mes potes s'ils restaient à Naples avec les 8 000 francs par nuit. Ça va être compliqué. Ça devient cher quand même. Déjà 8 000 francs la nuit. Mais l'extraordinaire, cette anecdote, ça te montre quelle ferveur, c'est extraordinaire. Non, mais même là-bas, en fait, tu sais, les Napolitains, ils sont tellement superstitieux. Vraiment. Alors déjà, les Italiens de base. Plus tu descends au sud, plus c'est superstitieux. À Naples, c'est le summum de la superstition. Et là, quand il y a 2-3 semaines, ils commencent déjà à peindre les rues en bleu, mettre les scudetti un peu partout, mettre les noms des joueurs et tout. Tu dis, bon, bah ok, c'est bon, ils ont compris qu'ils vont gagner le titre. Di Lorenzo disait même encore la semaine dernière, je suis le capitaine, je vais soulever cette coupe, ça va être génial. Donc il y a plus de scaramanzia, comme on dit, cette superstition. Et là, et bam. Voilà, c'est un peu dommage. Moi, j'ai un goût amer, quoi. Il y a quand même un Napolitain champion aujourd'hui, c'est Anthony Raccioppi. D'origine napolitaine, il a fêté le titre aujourd'hui. Classe. Il aurait pu faire le doublé, mais... Fallait le placer. Il a placé Vincent Sierro, il a placé Anthony Raccioppi. Qui a été bon d'ailleurs, Raccioppi. Non, mais à part ça, c'est un des gagnants de ce tour-retour. Clairement. On est revenu sur eBay. Il y a autre chose à rajouter sur Naples où on attend le moment où ils font le titre, on en reparle parce que... Je vais quand même me défendre. Oui. Naples est quand même, je trouve, au-delà de tout ce qu'a dit Daniel qui est vrai, ils ont quand même eu du mal à tenir la distance quand même sur ce deuxième tour. Et de nouveau, comme pour eBay, ça reste pas à travers... Non, j'avais pas raison, mais j'ai pas raison parce que j'ai dit que ce serait serré jusqu'au bout pour le Scudetto. J'ai eu tort. Mais il faut quand même une fin de saison au demi-temps, je trouve, et l'élimination sans gloire, honnêtement, Champions, c'est heureusement qu'il n'y avait pas un Manchester City en Italie. Alors, un vrai rival qui fait le même nombre de points, parce que Arsenal fait aussi une saison à la Napoli. C'est magnifique. Mais moi, je crois que... oui, je sais. Tim a raison, et j'ai dit aussi en plateau l'autre jour que j'aurais bien voulu voir ce Napoli avec seulement 7 points d'avance il y a 2-3 semaines. Et je ne suis pas sûr qu'ils auraient tenu. Je ne suis pas sûr qu'ils auraient tenu parce qu'ils ont fait tellement un premier tour de ouf. Ils ont profité pour moi de la blessure de Mike Maignan au Milan. Pour moi, Mike Maignan le Milan avec ou sans Mike Maignan, c'est le jour et la nuit. Et le Milan a perdu des points là-dedans. Je pense que le principal contradicteur du Napoli, ça aurait été le Milan. Je suis d'accord. Et voilà, s'ils avaient eu 5-7 points, je pense qu'ils seraient pas. Surtout que l'expérience n'est pas la même, parce que c'est des joueurs qui n'ont pas l'habitude de gagner. Tu l'as vu au Champions. C'est ça. Champions, c'est ça. En Champions, c'était triste. Cette double confrontation avec Milan, elle est triste. C'est de nouveau un rendez-vous manqué à la maison. Ouais. Tu vois, c'est l'élimination à la maison. Et après, il ne faut pas oublier qu'au début de saison, Naples n'était pas programmé pour être là. Non. Avec tous les départs qu'il y avait eu, des joueurs emblématiques et tout, on ne parlait même pas de Naples comme au potentiel favori à la Champions League, aux 4 premières places. On les mettait peut-être par là, mais pas plus que ça. Et il faut quand même relever cette saison qui est exceptionnelle. J'espère quand même qu'elle va bien se finir avec une belle fête. Ça devrait être le cas quand même. Ouais, ils attendront les supporters à Naples, le retour. Même si ça se finit à Udine, la fête, elle aura lieu. Tibert, tu voulais parler d'Arsenal et de Manchester City, ça tombe super bien. Oui, tu vois. On va parler du... J'ai senti. Le gros choc en Première Ligue entre Arsenal et City, c'était quel soir ça? Mercredi. Oui, mercredi. Et Arsenal qui est en train de se rater dans cette fin de saison complètement et qui pourrait avoir le titre qui lui passe sous le nez. Mais Arsenal qui a réussi sa saison. Arsenal, de nouveau, qualifié en Champions League, direct. C'est frustrant et tout ce qu'on veut. Mais premier de la saison, quoi. Non, t'es à leur place. Moi, je pense qu'un supporter d'Arsenal, il peut pas se dire on a réussi la saison, c'est bon, on est deuxième. C'est très dur. Franchement, c'est très dur. Mais City, alors si tu veux vraiment parler du match de mercredi, ça a été une démonstration de City.
ils les ont. Mais on aurait dit presque une équipe de juniors en face. Ouais. Non, mais c'était impressionnant. Haaland époustouflant. Il a marqué qu'un but, mais il s'est créé 5 occasions. Il fait la passe sur le premier. 2 passes. 2 assists. 2 passes. Ouais. Et où je l'ai trouvé aussi intéressant, c'est dans la conservation du ballon. Il est impressionnant. Il part pas un ballon de haut but. Il sait tout faire. Il est aussi rapide. Il est puissant. Enfin. Ouais. Ce joueur-là, c'est vraiment exceptionnel et une plus-value mais gigantesque pour ce City-là. Et puis après, où je voulais revenir aussi, c'est le duel Arteta-Guardiola. Parce qu'on parlait, et tu étais là d'ailleurs, dans un des matchs après match, on disait Arteta, c'est peut-être le pendant un petit peu plus vertical de Guardiola. On disait, est-ce que l'élève va dépasser le maître? Alors, Guardiola il a donné la réponse. Il s'est adapté aussi au système de Arsenal, parce qu'il a fait rentrer Bernardo Silva quand Zinchenko rentrait aussi pour faire le jeu au milieu. Et ça, il connaît très bien, c'est lui qui a inventé ça. Donc, tactiquement, il savait exactement comment jouer le coup et c'était fabuleux de voir ça. J'ai trouvé extraordinaire ce match. Il y a déjà aussi 2 victoires. Il n'y a pas que celle de l'autre jour, mais c'est un tout. C'est un tout. Hollande, je te rejoins. On en discutait l'autre jour. Incroyable. On en discute depuis des mois. Non, mais le but de De Bruyne, ça te fait quand même juste dire aussi que le mec, c'est pas juste un gars qui touche peu de ballons dans la surface et puis qui marque. Marque à 3 mètres. Le mec, il est dos au but. Donc il a quand même pas n'importe qui sur le dos. Il contrôle, il se tourne, la passe, elle est dosée comme il faut, au bon endroit. De Bruyne, oui, il fait cette accélération, d'accord, c'est dingue aussi. Le timing de l'action, et puis il sait tout faire, Là, moi, je prépare le Real City de Ligue des Champions. Je regardais l'autre jour, Cristiano Ronaldo, c'est le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions, avec 140 buts devant Messi et devant Lewandowski, qui va se faire dépasser par Benzema la semaine prochaine. Cristiano Ronaldo, c'est écrit, quoi. Mais c'est évident, on sait tous. Alors, Cristiano Ronaldo, meilleur buteur de l'histoire de la Champions League, sur ses 2000 premières minutes en Ligue des Champions, il n'a jamais marqué le moindre but. 2000 minutes, c'est 0 goal. Hollande, c'est 35 buts. Ce mec, ça n'a aucun sens. Il a égalé aujourd'hui le record d'Alan Shearer et de Cole. C'est quoi, 34 buts en une saison de Premier League. Alors qu'il y avait plus de matchs. Alors qu'il y avait 42 matchs à l'époque, c'est vrai. Et il va le dépasser au prochain match, quoi, contre West Ham cette semaine, et puis tranquille. Mais c'est un non-sens, c'est fou. Il est parti pour être le meilleur numéro 9 de l'histoire, hein, en tout cas en termes statistiques. Mais est-ce qu'on lui file le ballon d'or cette année ? De toute façon, ils vont le donner à Messi parce qu'il a gagné la Coupe du Monde. Mais Hollande, il ne l'aura jamais alors, parce qu'avec la Norvège, je l'ai vraiment gagné. Non, mais il faut viser une saison où il n'y a pas d'Euro et pas de Copa América et pas de tout ça, quoi. Est-ce que tu peux mettre tous tes buts, s'il te plaît, mais une saison, il n'y a rien. Okay. Non, de toute façon, il est parti pour en mettre comme ça toutes les saisons. Il est impressionnant de régularité. Puis il est rarement blessé, il est touché un peu par-ci par-là, mais tu as l'impression qu'il est tellement puissant, tellement costaud, tout ça. J'ai de la peine à lui trouver un défaut. Et c'est inquiétant. Parce que... retour sur Arsenal, c'était un peu ça notre truc de base. Parce que oui, il y a cette défaite contre City, mais moi, j'ai pas le sentiment... Je suis assez sûr de dire que c'est pas là qu'ils perdent ce titre. Non. Les 3 matchs nuls précédents, dont celui contre Southampton, 20e, ça, c'est pas normal. Et moi, dans l'esprit, ça me fait penser à Liverpool il y a pas très longtemps, donc 2014, donc il y a bientôt 10 ans. Il n'y a pas très longtemps, Vincent. Il n'y a pas très longtemps. Où Gerrard glisse contre Chelsea, le but de Mbaba. Voilà. Mais il ne faut pas oublier que derrière, Liverpool, ils jouent Crystal Palace, ils gagnent 3-0, ils font 3-3, et à la fin, ils perdent le titre face à City. Donc moi, c'est un peu ce sentiment-là d'Arsenal. C'est aussi une longue attente pour le titre en Premier League. C'est aussi un City qui va leur passer devant, mais je trouve qu'ils se sabotent aussi un peu eux-mêmes à la manière des équipes qui ont un peu petit bras au moment où il ne faut pas, quoi. Moi, je pense que si le 3-3 contre Southampton, rappelez-vous le temps additionnel de ce match. Il y a une latte, ce temps additionnel-là peut changer la fin de saison d'Arsenal pour moi. Parce que tout à coup, il marque le but. City, et puis tout à coup, ça relance l'équipe dans une certaine euphorie parce qu'il venait de 2 matchs nuls et tout ça. Et moi, là-dedans, j'ai pas reconnu Arsenal au début du match. Ils prennent ce goal très vite contre Southampton. Et puis après, ça s'enchaîne. Et le fait qu'ils n'arrivent pas à revenir, ça fait qu'ils ont les genoux qui tremblent contre City l'autre soir. T'as l'impression que dès le début, ils ont l'impression qu'ils vont perdre. Ils te donnent jamais la sensation de sérénité. Non. Dès le premier coup de sifflet, même pendant l'échauffement, tu vois des regards, tu sens, on sent quand même un peu le foot, on n'est que journaliste, mais tu sens, tu vois les regards, tu sens
le body language. Ouais. Alors c'est quelque chose qui m'a pas surpris au final. Et moi, je pose quand même la question, est-ce que c'est sûr que City va gagner la Première Ligue à la fin? Parce qu'il reste encore des points en jeu. Ils sont imbattables, ils gagnent tout le temps, mais ils sont encore sur 3 tableaux. Donc moi, je pose quand même la question. C'est pas mort. Mais il reste pas beaucoup de matchs dans les 2 autres tableaux. Le vent a tourné. Disons que mentalement, c'est clair que City est devant là. Vas-y. Moi, je pense qu'Arsenal va beaucoup apprendre cette saison. Cette jeune équipe, les Saka, les Smith-Rowe, on ne va pas tous les dire. Cette jeune équipe-là, elle doit se servir de cette frustration pour être encore plus forte l'année prochaine. Et je pense que Mikel Arteta, il ne doit rien changer. Il doit continuer comme ça l'année prochaine, améliorer l'équipe, des petites touches. Mais pour moi, ils doivent prendre cette saison comme très positive. Et là, oui, OK, ils ont un peu flanché sur ces derniers matchs. Mais pour moi, c'est pas un gros problème. Mais il faut recruter quand même, t'es d'accord? Là, le bon... Moi, on me dit dans l'oreille, je sais pas, j'ai un supporter d'Arsenal qui me parle, qu'avant la saison, il signait pour une 2e place. Mais je pense que, vu le développement de cette saison, avec l'avance à Noël, avec tout ce qui entoure, et de dire que personne n'a jamais raté le titre avec autant d'avance à Noël, ce genre de truc, c'est aussi une pression supplémentaire, quoi. Oui, sur une très jeune équipe, de nouveau. Ouais, bien sûr. Voilà. Cette équipe, elle n'était pas programmée pour être championne et ça se sent. Au final, sur le long terme, sur un championnat aussi compétitif que l'Angleterre, où tu as une équipe stratosphérique comme City, sur la longueur, c'est vrai que tu sens que c'est encore un petit peu insuffisant, même si on ne sait jamais ce qui peut se passer dans le foot. Mais là, le vent a quand même tourné mentalement et c'est vrai que City, là... ça va être compliqué d'aller les chercher. Surtout que parce que City non plus, c'est pas un objectif la Première Ligue. Ils le font, voilà. non, mais c'est un peu ça. Non, mais c'est la Champions. City, c'est la Champions. Ça fait des années, c'est la Champions. Guardiola, il s'arrête toujours au même stade. Enfin, à part il y a 2 ans. À part il y a 2 ans. Ouais. Mais voilà, il s'est souvent arrêté au même stade. Là, ils ont une opportunité. Alors oui, il y a un gros adversaire. Ils n'ont pas un tirage favorable. mais si City gagne pas la Première Ligue, je suis pas sûr que les supporters soient scandalisés, quoi. Mais moi, il me plaît Guardiola cette année. Autant, alors moi, je trouvais que c'est un entraîneur dogmatique et j'avais de la peine avec ça. J'ai de la peine avec cette philosophie-là. Je trouve qu'il a dénaturé complètement le jeu du Bayern. Et pour moi, son passage au Bayern, c'est un échec complet parce qu'il n'a pas su s'adapter à ce qu'est le Bayern. Il s'est sorti plus grand que cette institution. Et ça, pour moi, c'est une erreur. Là, pour la première fois, je suis fan de son travail cette année. Parce qu'il a su s'adapter, justement, avec un jeu plus vertical. Il a su s'adapter à Haaland. Et il n'a pas forcément demandé à Haaland de s'adapter au jeu de l'équipe. Oui, dans les 2 sens. Mais avec Grealish aussi, qui est un joueur atypique. Et moi, il me plaît, Guardiola, cette année. Je le trouve enfin plus pragmatique que dogmatique, et c'est une qualité. Alors moi, je trouve que parfois, il fait quand même des drôles de choix, parce que pendant 3 semaines, tout à coup, il jure que par Mahrez. Après, tout à coup, Mahrez, il fait un mauvais contrôle. T'es sur le banc pendant 4 matchs. C'est Grealish. Après, Foden, c'est un petit peu la même chose. Puis, je trouve que des fois, il est un petit peu trop tranchant dans ses choix. Et des fois, c'est des jeunes joueurs. Et tu peux franchement leur faire très mal. Il fait du coaching. Parce que oui, il fait pas Paris. Quand De Bruyne est moins bon, il joue là, pas. Si tu vas sur Paris, non, mais tu vas sur Paris, tu vas flinguer. De Bruyne, c'est la grande star de Manchester City ou une des grandes stars. Il est moins bon au début d'année, il joue pas. Banquette, tu t'assieds, que tu viendras quand tu seras bon. Foden, le grand espoir de Manchester City, formé au club, il est pas bon, il joue pas. Non, j'aime bien ça. Après, mais il est pas bon, les gars. Des fois, ils ont raté un contrôle. Ouais, bon, après, tu sais pas l'entraînement, ce qui entoure la vie du joueur, quoi. Il y a eu un match, moi, ça m'avait choqué. Même pourtant, je sais que Cancelo, c'est vraiment un caractère de cochon. C'est un mec qui a un égo de dingo, tout ça, quoi. À chaque fois qu'il est parti d'un club, c'est parce que tout à coup, il jouait pas 3 minutes et puis pour lui, il devait jouer tout le temps. Ça a été la même chose à Valence, à la Juve, à l'Inter, tout ça. Il fait un match où il le met pas à sa place. Là, un match, je me rappelle plus, pendant le Boxing Day, je crois, où tout à coup, il joue à 2 derrière. Je me rappelle, il joue à 2 derrière. Les mecs, les journalistes essaient de comprendre le système de City. À la 42e, ils ont enfin compris qu'il jouait à peu près à 2 derrière. C'est vrai que c'était assez illisible. Il le met pas à sa place. Il rate un contrôle, il le remet plus en retour des vestiaires, il s'est flingué, puis c'était fini. Puis des fois, c'est pas facile, parce que oui, tu fais du coaching, mais tu mets pas toujours tes joueurs dans les meilleures conditions. Et des fois, si c'est des jeunes, eh ben, tu peux les flinguer, moi, je trouve. Tu peux les flinguer. Et moi, je trouve qu'un gars comme Phil Foden, tu dois... Il va revenir. Grealish aussi, il a eu une période compliquée. Ouais. Il est revenu, un Alvarez, il n'a pas eu le temps de jeu qu'il aurait dû avoir parce que Hollande était tellement fort et il marquait tellement de buts. Mais ce gars-là, en lui donnant du temps de jeu, on a vu encore aujourd'hui. Il aurait été meilleur buteur de City, Alvarez, sans Hollande. Ouais. Tu sais, quelle qualité chez ces joueurs. Enfin, il a un bon... C'est aussi ça qui a fait la différence sur la longueur. C'était ma question. Voilà, la largeur d'effectif. Il y a une telle qualité dans cette équipe. Tu mets Grealish, tu mets Mahrez, tu mets Foden, finalement la différence
bien sûr. C'est des profils un tout petit peu différents, mais ça reste tellement qualitatif. Je vois où tu vas, c'est la profondeur de banc, puis c'est des clubs qui ont des très longues saisons. C'est des clubs qui ont énormément de matchs. Mais du coup... Et en plus, en Angleterre, il y a les 2 coupes. La FA Cup, ça peut être très, très long. Et City va au bout. Je comprends ce que tu veux dire. Moi, j'ai une question. Enfin, vous comprenez rien. Vous comprenez rien à ce que j'ai une question, les gars. J'ai une question. Pour toi, peut-être, Tibert, il faut recruter où, là, Arsenal? Enfin, qui est où, dans quel secteur? Parce que... Arsenal Il faut remplacer Xhaka. Il est compliqué à gérer. Xhaka. Moi, je verrais plus derrière, non parce que devant, ils ont quand même de la caisse Martinelli qui est extraordinaire. Parce que Gabriel Jesus, quand il n'était pas là, Nketiah, ça a fonctionné. Ouais, voilà, justement. Tu avais effectivement Saka, Martinelli, mais derrière... La complexité, c'est de recruter à Arsenal des joueurs qui sont très bons, mais qui sont OK d'être des joueurs de rotation et de pas trop jouer parce qu'on doit laisser de la place à Martinelli, à Saka et à ces joueurs-là. D'aller chercher un titre. C'est compliqué de faire venir des très bons joueurs. C'est ce qu'il leur faut. Des joueurs de rotation, attention, on a Akanji, quand il signe à Manchester City, tout le monde dit ça. Joueur de rotation, il va pas jouer. C'est celui qui a le plus joué quasiment. Enfin, c'est le défenseur qui a le plus joué. Depuis qu'il est arrivé, Depuis qu'il est arrivé. Après, c'est aux joueurs de prouver. C'est vrai. Mais moi, je pense qu'ils doivent recruter un défenseur central, Et pourquoi pas en neuf aussi, si tu vas aller très loin. Gabriel Jesus, c'est fort, j'ai pas de souci avec ça. Mais peut-être que si tu vas aller très loin, il en faut un autre. Et Alvarez, c'est fort aussi, mais c'est le 2e meilleur à City. Ouais, mettre un petit peu d'expérience comme ils ont fait avec Zinchenko. Tu vas chercher Alvarez. De toute façon, on aura un Suisse champion d'Angleterre à la fin de la saison. Et ça, c'est beau. On aime. Ouais, absolument. Attends, c'est historique. Fabuleux, tu te rends compte? Qui l'eût cru, franchement. Quand tu regardes la progression de ces joueurs suisses à l'étranger, c'est fabuleux. Franchement, ça récompense aussi le travail de l'ASF, je trouve, global. Détection de jeunes, aussi l'équipe nationale qui fait des résultats extraordinaires. Tout ça, c'est un tout. C'est pas qu'un joueur. Et ça arrive régulièrement, donc je trouve que c'est vraiment... Dont un qui est passé en Challenge League. Et attention, mouillez-vous la nuque. Challenge League. Non, il ne reste pas beaucoup de temps. C'est vrai. Pardon, quiz surprise. Est-ce qu'en Suisse, ça a déjà été champion d'Angleterre? Est-ce que Shaqiri n'est pas... Ah, non. Non, parce que Shaqiri gagne la Champions avec Liverpool. Mais pas... Non. Je crois pas. C'est une super question, Tim, merci. On vous répondra la semaine prochaine. Comme ça, de tête, j'en trouve pas. Mais OK, c'est une bonne remarque. Challenge League. Challenge League, il y a plusieurs actus. Moi, ça m'intéresse un peu de vous entendre sur Uli Forte qui a signé à Neuchâtel jusqu'à la fin de la saison. Et ma question, après j'en ai mon avis peut-être, mais il attend quoi? Il pense faire quoi, Uli Forte, dans cette fin de championnat? Rattraper Vaduz? Non. Alors, il a donné une interview assez cool cette semaine à Canal Alpha, je pense, où il explique que non, ils ne vont pas rattraper Vaduz, qui seront 10e, et qu'il veut gagner le barrage pour avoir son contrat pour l'année prochaine. Non, il l'a exprimé clairement. Claude Gross disait hier soir aussi qu'en fait, maintenant il a ces quelques derniers matchs pour préparer son équipe pour le barrage, pour les 2 matchs, et que c'est là que tout va se jouer, finalement. Puis ça vous parle, Uli Forte? Moi, ça me parle. Moi, c'est un entraîneur que j'aime bien, mais ça te montre aussi un petit peu plus globalement que les places sont chères. Les places sont chères quand tu es entraîneur. Il n'y a pas si longtemps que ça, il avait signé 4 ans, je crois, à IB, sauf erreur. Ça s'était très mal passé, on confirmera ça, mais je crois que c'est ça. Et là, il se retrouve avec le dernier de Challenge League, donc il faut se dire qu'entraîneur, c'est un job très difficile et que tu peux vite aller en bas. À l'inverse, tu peux vite aller en haut. Murat Yakin, il était en Challenge League et hop, équipe suisse. Donc il faut faire ses résultats aussi. Et je trouve que c'est aussi une preuve d'humilité, quelque part, de Uli Forte, qui reste quand même un nom confirmé et que personnellement j'aime beaucoup en tant qu'entraîneur. C'est un entraîneur aussi qui aime bien les jeunes. Moi, je pense que c'est un très bon choix pour Neuchâtel Xamax. Et bien sûr qu'il va faire le max pour attraper Vaduz, même s'il dit l'inverse, pour s'enlever un petit peu de pression. Mais même, on sait très bien que normalement, ça devrait être au barrage que ça va se jouer. Mais il voit un petit peu plus long terme, bien sûr. Il veut se sauver et puis faire quelque chose de bien l'année prochaine, parce qu'il sait que Neuch aussi, c'est un club qui a un potentiel, une ville de foot, et puis qui a un joli stade et qui a un certain public. Donc,
pourquoi pas faire quelque chose de bien l'année prochaine. Il faut les faire revenir au stade. Ouais, il faut les faire revenir au stade. Et puis oui, il faut mais changer. tu sais, les résultats, ça va vite. Il faut que, comme disait Tim, il faut professionnaliser tout ça. Il y a trop de choses. On pourrait écrire un livre. Il y a une grosse marge de progression. On pourrait écrire un livre sur toutes les anecdotes qu'on nous raconte sur ce club sous la gestion de Jeff Collet. Celle des chaussettes, tu les as? Non, mais les chaussettes, les pattes entre les deux camions, sur les aires d'autoroute. Non, enfin, il y a... Je sais pas celle des chaussettes, mais je suis très curieux. Moi, celle des pattes, non. Match amical. Où il n'y a pas assez de chaussettes dans le sac des maillots, comme à une 5e ligue vaudoise. Ouais. Où les joueurs doivent aller avec une partie du staff. On ne va pas citer la marque, mais dans un magasin acheter des chaussettes pour jouer leur match. Ouais, ou bien les coachs, tu as les coachs qui donnent les pattes aux joueurs sur une aire d'autoroute entre deux camions, le camion roumain et le camion slovaque. Non mais c'est vrai, c'est des choses de dingo, quoi. Ou bien comment si tu dois aller, par exemple, il y a eu ces voyages quand tu dois aller jouer à Bellinzone, par exemple, c'est les jours du match, faut pas. C'est dingue, tu fais ça. Tout ça, ça joue, c'est clair. Mais tu sais, je vais te dire un truc, Servette tous les jours, ils doivent prendre leur bagnole pour aller s'entraîner sur n'importe quelle tâche de Genève parce qu'ils n'ont pas de terrain d'entraînement. Malgré ça, ils sont 2e. Donc bien sûr qu'il y a des chaussettes. Ils étaient. Mais ils ont des chaussettes. Mais bien sûr, mais bien sûr que tout le côté professionnel, structurel qui entoure une équipe de joueurs pro, et la ça relation joue. Mais au final, le terrain, tout d'un coup, il peut se créer quelque chose d'inattendu. Entre le public et le président. Ouais, sur le court terme, il peut se créer quelque chose d'inattendu. Si tu veux construire quelque chose... Mais la Servette, ça fait un moment que structurellement, et Clichy l'a dit un petit peu vigoureusement en début de saison, mais c'est compliqué. Mais ils sont en train d'essayer de le faire. J'ai le sentiment que c'est leur projet. Bien sûr, ils essayent. Moi, je pense qu'il y a un gros potentiel à Neuchâtel, et Uli Forte, il le voit. Après, bien sûr qu'il y a des changements à faire, bien sûr qu'il y a une marge de progression. Les entraîneurs qui sont arrivés là, ces dernières années, toujours, ils sont comaques, le sourire, le smile, et puis tu vas pas arriver en tirant la gueule. En dépression, les mecs. Bon, les gars, à part ça, merci beaucoup d'avoir participé à cette petite table carrée ou rectangulaire. On profite juste encore de ces quelques dernières secondes pour féliciter les femmes du Servette chinois qui ont été championnes suisses pour la première fois. Tout roule à Servette. La Coupe Suisse. Ouais, je dis quoi? Championnat. Coupe Suisse. Il y a aussi les jeunes, évidemment, chez les M18, chez les M21, le hockey, le rugby. Tout fonctionne bien. Bravo à ce club, bravo aux Genevois. Et on se voit la prochaine fois sur Match après Match. Ciao les gars!